Donc, vous pouvez lire un petit peu toujours, hein, ce qu'on vous dit ici sous rappel. Hein. Hein, donc, pour le concours externe d'entrée à l'ENA, vous avez 5 épreuves d'admissibilité, dont une dissertation. Les autres sont des épreuves sur dossier, droit public, etc., avec des petits dossiers de 10 pages. Et la question sociale, c'est 25 pages. Quand vous regardez les annales, toujours à peu près 25 pages. 5 heures. Hein. 5 heures. Alors, pour les concours de catégorie A, c'est toujours 4 heures, le principe. Concours de catégorie A+, on voit les ingénieurs des ponts, c'est 6 heures. Là, on est sur 5 heures. Il faut le savoir, il y a un côté sportif. Hein. Rester 5 heures concentré de suite, il y a un côté sportif. Hein. On ressort généralement rouge et décoiffé. Alors, avant de s'intéresser à ce sujet, je vous donne les étapes de la méthode que je vais vous conseiller, que je vous conseille. Je définis également la notion de méthode, je la distingue d'outil, c'est important. Une méthode de travail, c'est ce qui va me permettre de m'adapter à des nouvelles problématiques, si vous voulez, à la nouveauté, avoir une méthode. Hein. Une méthode, c'est une suite d'étapes logiques qui ont été définies pour vous de manière à vous faciliter le travail. C'est-à-dire que, moi personnellement, bon, vous allez voir que c'est simple, hein, je n'ai pas inventé la lune, mais c'est moi qui l'ai, c'est ma méthode que je vous propose. Si je l'ai réfléchi et défini, c'est vraiment dans un but pédagogique et méthodologique pour aider les gens à atteindre l'objectif, c'est pas pour vous piéger. Hein, non, mais qu'on soit clair. Zapper une étape dans la méthode en pensant qu'on va aller plus vite est un très mauvais calcul. Je vous fais gagner du temps en vous disant ça, parce qu'il y a plein de gens qui essayent. Hein. Ça marche pas. D'accord? Hein? Donc voilà les étapes. Chacune des étapes conditionne l'autre et est définie pour, in fine, atteindre l'objectif, c'est-à-dire gérer le temps, structurer un raisonnement et rédiger clairement. C'est ça l'objectif. Hein? Première étape, donc d'abord réfléchir à la gestion du temps, hein, toujours, hein, à peu près la moitié du temps pour rédiger, l'autre moitié du temps, la première moitié du temps pour analyser, synthétiser, s'organiser. D'accord? Ok? À peu près. Mais ça, vous le verrez quand vous allez faire les exercices. Mesurez-vous. Combien de temps j'ai besoin, moi, pour rédiger les 8 pages, hein, à peu près, qu'on va vous demander de rédiger ici. Voilà. Conservez ce temps-là. D'abord, première étape, l'analyse de la commande. Quand j'analyse une commande, je ne me précipite pas. Je ne vais pas vous donner un temps précis pour chacune des étapes. Moi, je vais vous donner un temps plus global. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super stressant, qu'on est tous différents. Il y a des gens qui ont du mal à rentrer en concentration, il y a des gens qui rentrent en concentration tout de suite. Ce ne sera pas forcément le même temps. Je n'ai pas envie de vous mettre dans des boîtes en vous disant il faut 5 minutes pour l'analyse de la commande. Ce jour-là, il vous faut 7 minutes et puis ça y est, vous êtes déjà en panique. Hein. Surtout pas, vous adaptez. Hein. En gros, pour le premier exercice, coupez toujours votre temps en deux. La moitié du temps pour la forme, la rédaction, la moitié du temps pour le structurer son raisonnement. Et puis dans cette première moitié du temps, coupez votre temps en deux aussi entre l'analyse et la synthèse. Bon, je vais vous expliquer plus précisément, mais en gros. Hein. Donc l'analyse de la commande. Okay. Je vais vous proposer un outil qui va vous permettre de structurer déjà cette analyse. Et, in fine, de vous débarrasser du dossier documentaire, ça c'est super important, et aussi de vous permettre la vision globale de l'information. Ok, cette vision globale, comme je vous l'ai expliqué en première partie, qui est essentielle pour vous faciliter la synthèse. Ok. Si je perds la vision globale, la synthèse est de plus en plus difficile. Par exemple, si je mets des informations recto verso sur une feuille, pour les comparer entre elles, bah, c'est plus difficile que si tout est sous les yeux, tout simplement. Okay. Donc on va voir un peu les outils qu'on peut construire. Donc l'analyse de la commande. Ensuite, une fois que j'analyse la commande, que j'ai bien fait attention à tous les axes, tous les mots-clés, que je me suis posé les bonnes questions, à qui je m'adresse,
c'est quoi le rôle de l'État, quelles sont déjà les propositions que je pourrais anticiper de base, etc. On va voir ça sur le questionnement. Je lis la liste des documents du dossier qui m'est proposé. Quand je lis la liste des documents, je ne suis surtout pas dans une solution, je ne prends pas de notes, j'écris pas dans mon dossier, etc. Je ne colorie pas la liste des documents, hein. Un stabilo, attention, ne remplaçant jamais un cerveau. Hein. Faites attention à ça. Ah, mais ça, c'est clair. Pas parce que j'ai stabiloté quelque chose que je l'ai compris. C'est clair. Hein. Et ça va être difficile d'ailleurs après pour le réutiliser. Faites attention à ça. On va réfléchir ensemble. Attention, moi je ne suis pas là pour changer les habitudes qui fonctionnent. Je suis là pour vous faire réfléchir sur les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc je lis la liste des documents pour rentrer par la grande porte dans la réflexion, c'est-à-dire avoir une vision globale de mon dossier. Quand je lis la liste des documents, je me pose des questions en fait sur la longueur des textes, leur nature, on va voir ça, et en quoi ça pourrait être utile pour répondre à la commande. Mais voilà, ça me permet d'avoir une vision globale de mon dossier, comment il est organisé. Est-ce que les premiers documents permettent de répondre aux premiers actes? Est-ce que les derniers documents permettent de répondre aux derniers actes? Ou alors est-ce que c'est complètement désorganisé? Ça me permettra de mieux m'adapter au cours de mon analyse de dossier. Ok? Ensuite, donc ça c'est les premières étapes d'analyse de commande. Hein. Commande et puis liste des documents. Ensuite, j'analyse mon dossier documentaire. Le mot qu'on utilise, nous les formateurs, comme ça en prépa concours, c'est le survol. Mais bon, je trouve que le mot survol peut être un peu piégeux, c'est-à-dire que je ne fais pas juste ça, quoi. Hein. Oh, dis donc, il est beau le dossier. Non, non, je ne fais pas ça. Hein. J'analyse, au cours de mon survol, j'analyse les informations essentielles du dossier, en essayant de m'arrêter dans la lecture lorsque l'information est claire pour moi et que je suis capable de la restituer. On va voir ça. Le but n'est pas de tout lire. Si vous lisez tout, vous vous noyez dans le détail, vous perdez de l'énergie et du temps sur ce qui ne va pas être utile, en fait. Hein. Donc il faut analyser les choses de façon rapide et synthétique. Lorsque j'analyse mon dossier, je prends des notes. Je prends des notes sur un outil que j'ai construit au regard de la commande. D'accord? J'ai analysé la commande, je construis un outil de classement préalable qui me permettra de faire un brainstorming grâce au dossier documentaire. Et lors de l'analyse de mon dossier documentaire, je classe déjà les informations sur cet outil que j'ai construit au départ. Je suis clair ou pas? Ça va? Ouais. Un outil. Ouais. Un outil, c'est ce qui va me permettre de faire. Mais concrètement, un outil de classement. Un outil de classement, bah, un outil de. Ah, oui. Un outil de classement, c'est ce qui pourra me permettre de classer facilement. Et qui va être adapté. Par exemple, la commande me dit. À partir je fais un truc super simple. Hein. À partir du dossier 6 juin, vous devez présenter les enjeux, les objectifs et les moyens. Ok? 3 axes. Comment vous pouvez construire un outil de classement de l'information au regard de ce qui est demandé? Dis-moi. Avec une liste enjeux, objectifs, moyens. Tout simplement. Donc après, on va avoir plusieurs façons de le faire, plusieurs outils. On a la prise de notes. Quand je dis prise de notes, c'est surtout outil d'organisation, attention. Hein. Linéaire, de base, la fiche de lecture. Donc on peut faire une A4 avec enjeu, une A4 avec objectif, une A4 avec moyen, puis au fur et à mesure, je classe. Moi, je pense que 3 A4 de prise de notes au départ, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Et en plus, vous avez peut-être des petites tapes ce jour-là, il faut anticiper tout ça. La gestion de l'espace va avec la gestion du temps. Plus je m'étale, plus c'est difficile pour la santé. Moi, je travaille sur 2 A4 au début de classement. On a aussi la carte mentale, qui est aussi un outil de classement, d'organisation, que j'ai commencé à faire ici. Ça, c'est une petite carte mentale, excusez-moi pour l'écriture. Grâce à cette carte mentale, ça me permet de classer les informations, de les organiser, d'avoir toujours cette vision globale. D'accord? Ok? Au début, lorsque je classe, je ne suis pas dans la solution. Hein. Je classe les informations, histoire de me permettre déjà de me débarrasser de mon dossier, parce que si les informations restent classées dans le dossier, elles sont vachement difficiles à utiliser à la fin. Donc je retourne là-dedans, merde, j'ai mis ça où? C'est pas possible. Et puis après, pour la rédaction, c'est super dur, parce qu'on nous demande quand même de. Je
vous approprier l'information, pas de faire de copier-coller. Le copier-coller est rédhibitoire en matière de contenu. On recopie, ça ne veut pas dire qu'on a compris. Et généralement, ça fait une rédaction super lourde, assurée, énumérée, qui n'est pas donc synthétique. Donc on va se débarrasser de ça pour qu'à la fin, au bout d'une heure et demie à peu près, ça j'en ai plus besoin, et j'ai construit un outil qui me permet d'avoir une vision globale de l'information du dossier qui répond à la commande. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc je distingue bien méthode, qui est bien une suite d'étapes logiques qui ont été définies pour atteindre un objectif, et outil au service de la méthode. Par exemple, le tableau de classement n'est pas une méthode, ce n'est pas une suite d'étapes. C'est un outil au service de la méthode, au service de l'analyse et de la synthèse. Ça va. Ok, donc j'analyse mon dossier documentaire, c'est ce qu'on va appeler ensemble le survol, même si le mot survol, faites attention à ça, c'est surtout l'analyse du dossier qu'il faut retenir. Sur la base de cette analyse de dossier, donc je vais vous montrer les outils que je vous propose et ensuite les conseils pédagogiques que je vous donne, qui sont aussi méthodos, qui permettent de gagner. Pédagogique, c'est tout ce qui permet pour vous d'évoluer, de progresser et d'acquérir de plus en plus confiance en vous, en fait, quand vous réalisez ce type d'exercice. C'est ça les conseils que j'appelle pédagogiques. Je préciserai un peu juste après. Une fois que, donc ça c'est la deuxième étape, l'analyse du dossier. Donc l'analyse de la commande, deuxième étape, évidemment l'analyse du dossier. C'est les deux éléments constitutifs de l'épreuve. Sur la base de l'analyse du dossier, je vais, qui est un peu mon brainstorming, je découvre une problématique, je vais construire un raisonnement. Ok? Donc, troisième étape, la synthèse. Même si la synthèse, elle est déjà, c'est pas manichéen, au cours de l'analyse, je commence déjà à prioriser en fait, et à regrouper, on va voir ça. Mais après l'analyse de mon dossier, il faut que j'accorde un temps qui va être pour moi à peu près identique au temps que j'ai mis pour analyser la commande et le dossier. Par exemple, donc 2h30 pour rédiger, 2h30 donc pour analyser, synthétiser, structurer. Dans ces premières 2h30, je conseille à peu près 1h, 1h10 pour l'analyse de la commande et du dossier documentaire. Allez, 1h15, enfin vous n'êtes pas à la minute près, si ça met 1h20 et que c'est nécessaire, c'est pas grave non plus, attention, mais à peu près la moitié du temps. Et ensuite, la seconde moitié du temps, donc dans les deux premières heures et demie, pour structurer votre raisonnement sur la base de cette première prise de notes que vous avez faite au cours de l'analyse du dossier. Est-ce que je suis clair? Ça va? On va illustrer. Ok, donc d'abord j'analyse la commande. Je structure un outil qui va me permettre d'avoir une vision globale et de me débarrasser de mon dossier. Ensuite, j'analyse mon dossier documentaire et je remplis cet outil, si vous voulez. Je classe l'information par axe de la commande. On va le faire ensemble. Ensuite, une fois que j'ai terminé, au bout d'une heure 20 maximum, que j'ai terminé cette analyse du dossier, que j'ai pris des notes en fonction sur cet outil, je ferme mon dossier, je m'en débarrasse, et là je fais un bilan. Je synthétise. Qu'est-ce que je peux raconter avec ça? Est-ce que ça répond à la commande? Quels sont les liens? Quelle est mon analyse? Comment je peux valoriser mon analyse personnelle par rapport à ça? Etc. Et je vais construire un outil, un deuxième outil, ok, ça va? Qui va me permettre de structurer ce raisonnement, d'arriver à un plan et de rédiger clairement, facilement. Plus facile. Ça va? C'est clair ou pas? Ensuite, donc là, à la fin de cet outil, normalement, je suis à peu près à 2h30 de boulot. Ok? Je finalise mon plan. Je ne le construis pas parce que votre plan, il sera construit en fait. Ça fait 2h30 que vous y réfléchissez. Donc il sera construit votre plan. Mais vous le finalisez à la fin. Voilà, ça c'est mon plan de rédaction. Un plan, c'est la formalisation d'un raisonnement. Donc au début, vous avez des panneaux indicateurs, c'est la commande. C'est pas votre plan, c'est des axes de raisonnement. Et après, ces axes, ils vont se nourrir des informations du dossier ou de vos connaissances personnelles. Tout ça, ça va nourrir un raisonnement qui va être de plus en plus concret, de plus en plus précis, et donc une histoire que vous allez raconter.
À la fin de vos 2h30, vous avez votre plan, il n'y a pas de problème. Vous le finalisez, vous pensez à la formulation de vos titres et vos sous-titres. Attention, les rapports de jury sont assez critiques sur le fait qu'il y ait des titres systématiquement à rallonge qui se répètent ensuite avec le corps du devoir. Faites attention à ça, la rédaction administrative, c'est surtout pas de la répétition. Quand vous faites un titre à rallonge et qu'après vous rédigez un chapeau qui dit la même chose que les titres, ça sert à rien. Vous emmerdez tout le monde. Non mais je vous dis, le chef, le cadre, le correcteur et vous-même. Faites attention à ça, c'est du formatage qu'on apprend à l'école et qui n'est pas forcément utile. Rédiger un chapeau, ça peut être utile pour préciser un raisonnement, mais pas pour le répéter. Un chapeau, c'est pas forcément obligatoire dans une copie. Des fois c'est utile, des fois c'est pas utile, en fait. Voilà, c'est tout, c'est à vous de le savoir. Et de vous adapter en fonction. Faites attention à ça, parce que ça peut rendre des copies rédhibitoires. Surtout si, au manque de bol, vous êtes à la fin, et puis qu'on en a vu 10 comme vous au départ. Faites attention à ça. Lisez bien les rapports de jury là-dessus, parce que c'est ce qu'ils disent, c'est pas moi. Moi, c'est ce que je ressens aussi quand je corrige des copies, mais je le confirme. Donc ensuite, finalisation du plan, finalisation des titres sous-titres, je vous le répéterai, et ensuite rédaction. Donc on passe à la deuxième 2h30, une 2h30. Rédaction. Rédaction de l'intro et de la conclusion au brouillon toujours. Ça se travaille. S'il n'y a pas de point attribué en tant que tel à une introduction, quand vous corrigez une copie, vous commencez par l'introduction. Je ne vous apprends rien. Nous commençons pas une copie à l'envers. Donc on commence toujours par l'introduction. Cette introduction va conditionner notre correction, systématiquement. Il y a des intros qui cartonnent, qui démontrent tout de suite qu'on a compris la problématique, qu'on est structuré, qu'on a donc l'analyse, la synthèse, l'organisation et la clarté. Tout de suite. Il y a des intros qui ne le démontrent pas. Si je démontre analyse, synthèse, organisation, clarté, tout de suite, dans mon introduction, le comportement du correcteur va faire qu'il est beaucoup moins exigeant sur la suite parce que vous avez déjà répondu à ses attentes professionnelles. Si vous n'avez pas répondu à ses attentes professionnelles dans l'introduction, il va être super exigeant sur la suite. Mais généralement, ça va ensemble. Si on n'y a pas répondu au début, généralement, on n'y répond pas. Ok, donc vraiment, intro-conclusion, ça se bosse au brouillon. Ça va conditionner vraiment le travail du correcteur. Et ensuite, on rédige le devoir directement au propre. Ok, sur la base donc de l'outil que vous aurez construit au départ. Ça va? Ok. Donc ça, c'est la méthode que je vous propose et qu'on va donc illustrer ensemble. Je vous fais une autre précision sur la méthode que je vous conseille, c'est que je vous donne donc des conseils méthodaux, c'est ce que je viens de vous présenter, je vais vous donner également des conseils pédagogiques. Ces conseils pédagogiques sont également techniques. Bon, je chipote un peu sur le vocabulaire, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer que ces conseils-là que je vais vous donner, c'est vraiment fait pour vous aider, pour vous permettre, in fine, d'avoir plus confiance en vous, dans ces épreuves, sur votre capacité à prendre du recul, à vous rappeler des choses. Je déconseille donc fortement, déjà n'écrivez jamais dans un dossier documentaire. Ça doit être vierge. Ok ? N'écrivez pas dans un dossier. Quand on écrit dans un dossier, c'est pour y revenir après. Quand on écrit dans un dossier, on dit ça, c'est compliqué, on verra après. Sauf que dans une épreuve comme ça, après, vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes en panique. Donc c'est maintenant. Je la comprends ou pas, l'information, elle est utile ou pas. Et en fonction, je la note ou pas. C'est tout. D'accord ? Et vous n'écrivez pas la note. Le stabilo ne remplace pas un cerveau. Quand vous surlignez les titres, les caractères gras, ça ne sert à rien. Les titres et les caractères gras sont déjà mis en valeur dans un document. En plus, quand on surligne et qu'on se plante dans le surlignage, à la fin, on a tout en jaune fluo. On s'épuise, franchement. On s'est auto-piégé. Donc apprenez à vous débarrasser de vos dossiers documentaires et à dominer vraiment vos dossiers documentaires, ça c'est super important.
Ensuite, quand je vais noter mes informations au cours de mon analyse, vous allez voir que moi je me débarrasse vraiment systématiquement de mon dossier documentaire. Je ne note jamais le numéro de la page ou le numéro des documents qui sont en relation avec l'information que je viens de comprendre. Jamais, jamais, jamais. On va voir après pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau clarté en fait, de votre raisonnement. Pareil, vous vous auto-piégez quand vous faites ça. En fait, c'est les techniques qui cherchent à nous rassurer, je pense, méthodologiquement, ne sont pas forcément des techniques qui sont efficaces. Et si vous voulez vraiment être rassuré, faites attention parce que des fois, il y a des gens qui vont à l'oral et c'est pas rassurant. Et surtout des concours comme ça. Hein. C'est pas fait pour être rassuré, hein, pour être rassurant en fait. Quoi. Être rassurant, une technique rassurante me laisse comme je suis en fait. Hein. Je suis rassuré sur mon état actuel. Ne me fait rarement progresser. En fait. Faites attention à ça, apprenez à briser la glace. Hein. Ok ? Analyse de la commande, je vous laisse lire un petit peu et je vous montre comment on fait, ce que je vous propose, hein, les outils et les analyse collective. On va y arriver à tout ce qu'on vient, je pense. Donc vous avez lu un petit peu le rappel, vous avez regardé. Note, rédaction d'une note d'analyse et de proposition. Donc il faudra toujours penser à ça, il y aura systématiquement des propositions formulées. Hein, vous êtes l'État. Sur l'État. Donc, par
mêmes propositions, ça s'adresse à un préfet qu'à un ministre, hein, bien sûr. Donc, ici, prenez du recul par rapport à ce rappel. Ça n'est pas une note de synthèse, bon, ça se rapproche quand même vachement. C'est-à-dire, en fait, on distingue la note de synthèse de la note opérationnelle, c'est-à-dire la note opérationnelle, la note de proposition. Les propositions ne sont pas forcément dans le dossier. C'est par rapport, vous, à l'analyse des problèmes rencontrés, des limites, des insuffisances, que vous pouvez être force de proposition. Mais vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de la politique d'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées pour proposer des solutions. Et prenez du recul. Ça n'est pas en 5 heures que vous allez changer le monde. Ce n'est pas le but. Les gens qui réfléchissent dans les ministères sur la politique de la perte d'autonomie des personnes âgées, ils ne font pas une politique en 5 heures tout seul derrière une table. Hein. Non mais, on du recul par rapport à ce qui se passe. Sinon, on se met une pression pas possible en fait, hein, puis on n'y arrive pas. Ok, hein, d'accord. Alors, le sujet. La loi numéro, je lis à voix haute et puis on voit un peu ce qu'on peut en retirer. Il est un peu long le sujet hein, ici, hein. Il y a des sujets plus courts. Hein. La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées. Donc là, on a le de quoi on parle. C'est le thème. Hein, on va le préciser. Il faut quand même que je lise la commande en entier. Mais bon, c'est clair que ça va parler de ça. Et à l'allocation personnalisée d'autonomie, ça c'est des choses que je vais récupérer moi hein, dans mon outil, parce que la commande c'est toujours une aide, hein. C'est jamais un piège, hein. Jamais on ne recrute pas par le piège. Hein. Faites attention à ça, ça fait partie des représentations qu'on pourrait avoir négatives des recruteurs. Les recruteurs sont formés pour vous aider, pour être bienveillants. Ils ne sont pas formés pour piéger. Un chef de service, pour manager son équipe, il ne piège pas son équipe. Hein. Il faut que ce soit bien clair, ça. Hein. Attention à ça. Hein. Faites attention parce que ça, c'est des comportements qu'on voit tout de suite, en particulier dans les oraux. Hein. Et c'est des grosses difficultés. C'est-à-dire que je vous pose une question, je sais tout à fait si vous êtes dans le piège ou si vous êtes juste dans la réflexion sur ma question. Regardez comme ça. Et je ne vous recrute pas. Quelle que soit votre réponse derrière. Parce que j'ai pas envie, moi, d'avoir une équipe qui me regarde comme ça à chaque fois que je donne des objectifs. Comprenez ça. C'est savoir ça. C'est fondamental. Un chef, il est là pour aider. Il n'est pas là pour piéger. Alors, on rentre dans la posture professionnelle. Attention à ça. Le chef, il ne fait pas des interros surprises. Il ne piège pas les gens. D'accord. C'est fondamental. Une commande, elle est là pour vous aider. Donc, tout ce qu'on vous donne ici, c'est susceptible de vous aider. Ok ? Au départ, hein, c'est des aides qu'on donne. Donc la loi de 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, tout ça, ça peut m'aider, marque un changement dans les politiques publiques visant à la prise en charge des personnes âgées. Il ne s'agit, donc on a avant 2000, après 2000, ok ? En gros, hein, ici. Hein. Il ne s'agit rien de moins que de rompre dans ce changement, avec une partie de l'histoire de notre pays sur ce sujet pour instaurer un nouveau droit relevant de la solidarité nationale. Quel est donc des impôts. Donc ici, c'est des informations que je vais récupérer. Donc, avant, ça ne devait peut-être pas relever de la solidarité nationale. Aujourd'hui, ça relève plus de la solidarité nationale. Et ce nouveau droit, c'est la perte d'autonomie. Hein, c'est l'accompagnement, en tout cas, perte d'autonomie. J'essaye de synthétiser, hein, parce que tout ça, je ne vais pas le recopier, c'est beaucoup trop long. Faisant de la perte d'autonomie un nouveau risque social. Donc c'est Madame Guigou, ministre de l'Emploi et des Solidarités, qui nous a dit ça en mars 2001. Ensuite, ça continue. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Donc on est une loi qui va venir soit réformer, soit compléter le premier dispositif de 2001, a pour but d'organiser la nouvelle transition démographique. C'est quoi la nouvelle transition démographique, à votre avis ? Le vieillissement.
clairement, de la population. Donc ça fait partie de la culture générale qu'on doit avoir pour comprendre. Mais bon, je veux dire, c'est pas une spécialité sur les politiques publiques du vieillissement, c'est quand même juste un intérêt, porter un intérêt au monde qui nous entoure. Avec pour ambition d'offrir aux personnes âgées les moyens de la plus large autonomie. Ok ? Le cabinet du ministre en charge des personnes âgées vous demande une note d'analyse et de proposition, hein, faut jamais oublier ça, sur l'évolution des principes ayant guidé les politiques conduites en faveur des personnes âgées et sur le diagnostic de la situation actuelle concernant l'accompagnement de la perte d'autonomie de ces personnes. On va synthétiser. Hein. Faut pas rédiger comme ça. Hein. Okay, c'est des phrases longues. Vous proposerez les axes à développer pour répondre aux évolutions futures des besoins de ces populations. Donc là, le dernier paragraphe du sujet nous donne ce qu'on appelle la commande. Et je m'intéressais aussi à ce qu'on me donne au départ. Hein. On va voir comment on peut classer tout ça, déjà organiser tout ça. Moi, j'ai fait une organisation que je vais vous proposer, on va en discuter. Quels sont les axes de la commande? Quel est le thème? De quoi on parle? Dites-moi. Et quels sont les axes de la commande? Qu'est-ce qui va vous permettre déjà de resserrer vraiment sur le thème, notre anti-hors-sujet? C'est important de se concentrer. Il y a plein de gens qui font des hors-sujets parce qu'ils prennent le truc de façon beaucoup trop large au départ. Donc dès l'analyse de la commande, on est déjà dans la sélection de l'information. On est dans la précision. On fait un focus vraiment que sur ce qui nous intéresse. Les documents, ils ne vont peut-être pas parler que de ça. Donc c'est vraiment important vraiment de resserrer déjà anti-hors-sujet et puis gestion du temps et efficacité de l'analyse du dossier ensuite. Hein. Donc dites-moi, c'est quoi le thème là ici? Oui. La prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Tout à fait. Ok, très bien. De la perte de dépendance. Oui. Très bien. Les axes de la commande maintenant. Combien il y en a déjà? 3, moi je dirais. Ouais, 3, ok. Ouais. Il y avait l'évolution des principes qui aurait conduit à une évolution des politiques. Très bien, oui. Et ensuite, les 2 axes qui nous disent de non, attends, je reprends. Ouais. Et ensuite, il y aurait le diagnostic, la situation actuelle, vraiment. Alors, est-ce que tu peux, je peux vous tutoyer, ça ne vous dérange pas? Oui. Est-ce que tu peux préciser c'est quoi la situation actuelle d'après toi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la situation actuelle? On vous dit d'abord l'évolution des principes. Alors, c'est quoi les principes? Comment vous comprenez ça? Les grandes idées, l'idéologie des politiques. L'idéologie, tout à fait. Principe, ouais, ok. L'évolution des principes, des principes qui conduisent à l'élaboration de politiques publiques, qui peuvent être quoi? Qu'est-ce qui peut conduire à l'évolution de politiques publiques? Dites-moi. La société, des principes politiques, des principes juridiques. Ouais, va pas trop vite. La société déjà. Parce que là, quand tu dis des principes juridiques, pour moi, les principes juridiques, politiques publiques, tu colles. Les principes juridiques, ils s'adaptent aussi à l'évolution de la société. Tu vois, bon, des fois, le droit fait évoluer la société, c'est un débat, mais... Et les attentes de la population. Les attentes de la population, tout à fait, de la société. Alors, par exemple, on est passé avant au numérique, aujourd'hui, par exemple, ça fait évoluer les attentes, etc. Bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut faire évoluer les attentes des politiques publiques? Qu'est-ce qui peut faire évoluer les politiques publiques? La prise de conscience d'un problème. Ouais, ok. Tu as un exemple aujourd'hui? Pour les personnes âgées, on peut voir des personnes âgées en précarité. Ok. Ça peut pousser à l'évolution. Très bien. Donc, là, pour moi, c'est une précision du pilier social ici. Hein. Des nouvelles techniques. Ouais, une nouvelle technique, une évolution. On est toujours dans une évolution de la société. Ah, il faut qu'on sorte de l'évolution de la société. Là, vous êtes pour moi toujours dans la société qui fait évoluer les politiques publiques, en gros. Oui ou non? Toujours un peu. Quoi. Oui, ouais. toujours un peu. Qu'est-ce qui pourrait... Essayez d'avoir une vision globale. Moi, je vais vous proposer un concept que vous connaissez sans doute, qui est tout con, hein, mais qui permet de tout balayer au départ, en fait. Alors, vous n'aurez pas la réponse à tout, hein, mais ça permet de tout balayer dans la réflexion. Là, vous avez le pilier économique, toujours aussi. Les politiques publiques, aujourd'hui, elles sont conditionnées par quoi? Par les restrictions budgétaires.
clair. Hein. Moi, j'ai vu avant et après. En matière de vente de formation et d'administration. Mais en restriction de budget. Non, mais ça, c'est des arguments qui sont toujours à prendre en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est fondamental. Hein. Et dans les solutions aussi que vous allez proposer. L'État-providence, comme il était défini dans les années 80-90, n'existe plus. Il faut faire autrement. Ensuite, donc, quel serait le troisième pilier qui nous permettrait, donc on a l'enjeu social, l'enjeu économique et aussi l'enjeu environnemental. Toujours balayer tout ça, c'est le développement durable. Le développement durable, c'est un principe qui a conditionné l'évolution du droit de l'environnement, d'accord, mais c'est également quelque chose qui parle de nous, de la société actuelle. Et la société actuelle, elle est conditionnée par la réponse à l'enjeu social, le bien-être de la société, le chômage, la santé, etc., économique, la vitalité des États, le budget des États, des administrations, la vitalité des entreprises, mais aussi l'enjeu environnemental. Et l'enjeu environnemental devient de plus en plus important dans l'élaboration des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est pris en compte à peu près, et ça impacte aussi les piliers socio-économiques, toujours, le cadre de vie, etc. Donc, quand vous réfléchissez aux enjeux sur un sujet comme ça, toujours essayez de vous poser les trois questions. Là, ici, l'enjeu environnemental, on ne va pas y répondre clairement, ça ne colle pas à la problématique. Mais moi, je vous donne une méthode pour tout type de sujet. Oui. On ne pourrait pas rajouter un pilier administratif qui serait tout ce qui relève de l'organisation, de la mise en œuvre? Ouais, un pilier, ouais. Parce que parfois, on voit ça dans certaines matières où on a social, économique, environnemental et administratif. Alors, ce serait quoi administratif? L'organisation, la mise en œuvre de la politique qui peut poser problème. Ouais, mais ça, c'est. Alors, ouais. Alors, pour moi, oui, pourquoi pas, mais là, pour moi, quand tu parles du pilier, de ton pilier administratif, tu m'arrêtes si je me trompe, tu es plus déjà dans la force de proposition. Alors que moi, quand je suis sur comment on va faire pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux, si tu veux. Okay. Tu vois, donc, c'est vrai que les trois piliers, c'est plus l'analyse d'une problématique, c'est-à-dire des problèmes, des enjeux. Et après, pour la force de proposition, effectivement, quel pourrait être le rôle de l'État, des services, comment on pourrait faire pour répondre à ces enjeux. Oui. Ouais. Ok, alors déjà, donc l'évolution des principes, déjà, on a compris, on a réfléchi, on a pris le temps, on a défini tout simplement le terme principe en fait. L'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre structure ici, ça veut dire quoi le terme évolution? Qu'est-ce qu'on attend de nous avec le terme évolution? Ah voilà, il y a eu avant, puis après, puis maintenant. C'est ça une évolution. Il va falloir qu'il y ait une structure qui montre un peu une chronologie dans l'évolution des politiques publiques, ici pour répondre à cet axe. On est d'accord. Donc est-ce que la commande m'aide? Pour moi, la commande m'aide. Parce que là, pour moi, clairement, il y a avant 2000 et après 2000, déjà, dans notre structure. Vous êtes d'accord ou pas? La loi de 2001 marque une rupture, ils disent. Donc on est vraiment avant-après. Ok, donc la commande me donne beaucoup de choses, parce que déjà, quand juste j'ai pas été dans les documents, déjà j'ai déjà une structure qui peut apparaître, je sais déjà ce que je vais aller chercher, il y a des contextes éco, il y a des contextes sociaux, il y a avant, après 2000. Ça va? Le deuxième axe, c'est quoi? Alors, la situation actuelle. La situation actuelle. Alors, la situation actuelle, on se pose quoi comme question ici? Pour ne pas se précipiter et essayer déjà d'approfondir un peu notre analyse. Donc, la situation actuelle concernant l'accompagnement de la perte d'autonomie. Donc, pour moi, ce que je comprends ici, c'est le bilan des politiques publiques aujourd'hui. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai le droit de ne pas être d'accord. Faut me dire pourquoi. Et c'est ça. Donc c'est quoi? Alors, est-ce qu'on peut préciser? Ça serait comment on pourrait faire un bilan des politiques publiques, un bilan actuel aujourd'hui des politiques publiques. On a l'évolution, ça nous amène à aujourd'hui. Sans doute le bilan de quelle loi ici, à votre avis? 2015. Vous êtes des deux, Bon. 2015, déjà, on peut déjà se dire ça.
je sais pas, moi je penserais à le dispositif actuel, c'est quoi en fait? Les chiffres, peut-être. Et puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui resterait donc à faire et donc à améliorer, ça serait mon lien avec le troisième axe, proposition. Ça va ou pas? Donc, vous voyez, en fait, quand je décortique bien une commande, donc là, évidemment, je le fais à voix haute avec un groupe, donc ça prend du temps, hein. Tout seul, ça va plus vite, hein. Ça doit être des automatismes, tout ça. Hein. Bah, je vais vachement loin déjà dans la structure, là, hein, quand même. Hein. Sur le premier axe évolution, avant, après 2000, ce qui s'est passé en 2001, en gros, ce qui s'est passé en 2015, qui nous amène au dispositif actuel, qu'on pourrait peut-être présenter. Alors attention, ne notez pas tout ça, c'est que des hypothèses pour l'instant. Si ça se trouve, ça ne marche pas. Hein. Et je vous montre comment j'analyse une commande. Après, je vérifie si ça marche avec mon dossier, quoi, en fait. Hein. Généralement, ça marche. Ensuite, donc, on a sans doute le dispositif actuel et sans doute son bilan. Et le bilan, il est positif et négatif. Forcément, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. C'est toujours ça, en fait. Hein. C'est jamais noir-blanc, en fait. Hein. Blanc-gris. Hein. Sur la base des insuffisances, des limites, des problèmes, on pourra donc faire quoi? Bah, proposer des choses. Ok, donc c'est le troisième axe. Vous proposerez les axes à développer. Alors attention, les termes sont précis. Hein. On vous dit bien des axes à développer. On ne vous demande pas de proposer des mesures précises ici. Hein. Des axes à développer, c'est quand même plus général que des mesures précises. Hein. On est d'accord, hein? Quand vous montez une commande, quand on monte des sujets, on fait vraiment attention aux mots qu'on choisit. Hein. Qu'il n'y ait pas d'erreur après de compréhension par les candidats. C'est toujours dans cet esprit d'égalité d'accès à l'emploi public. Hein. Pour répondre aux évolutions futures des besoins de ces populations. Donc, les propositions que je vais faire, elles vont être basées sur quoi, à votre avis? Sur le bilan de la profession. Déjà le bilan, les problèmes, on peut essayer de répondre aux problèmes qu'on aurait trouvés. Okay. Et puis quoi d'autre? Aussi aux évolutions futures des besoins. Donc, il faudra qu'on fasse une petite analyse aussi de l'évolution future des besoins. Ok? Aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus vieux. Est-ce que ça peut impliquer, donc ça c'est dans la culture G, est-ce que ça peut impliquer une évolution des besoins? Si on vit de plus en plus vieux, en bonne santé, est-ce que ça peut impliquer une évolution des besoins, par exemple? On a le recul de l'âge à la retraite, est-ce que ça peut impliquer une évolution des besoins? C'est peut-être une ouverture en discussion. Il n'y avait pas le problème de la réforme des retraites à l'époque de ce sujet. Ça va? Ok, donc ça c'est mon analyse de commande. À qui je m'adresse maintenant? Dites-moi, c'est qui? Je s'adresse à qui? Plus précis. Le cabinet public. Cabinet du ministre. Faites attention, hein. Ça peut faire des trucs dans une copie, on va trop vite, on met au ministre au lieu du cabinet du ministre. C'est pas très grave. Mais comme vous êtes dans un concours, il y en a qui ne vont pas le faire. Et peut-être qu'ils donneront une meilleure impression. Dites-vous bien que vous êtes tous à 0,25 près hein, dans ces trucs-là. Tous. Hein. Faites attention à tous ces petits détails-là. Hein. Donc faites attention aux excès de forme dans les copies où je veux trop en mettre et puis je me plante. Hein, moi je mets le thème, objet, note à l'attention du cabinet du ministre et après l'objet. Je vous donnerai. Ça limite les erreurs, mais faites attention quand même, parce que faites attention, hein, c'est quand même précis. Donc c'est qui le cabinet du ministre? Qu'est-ce qu'ils attendent comme niveau opérationnel en fait? C'est quoi le champ de compétences et le niveau opérationnel qu'on attend qu'un destinataire comme ça, qu'un cabinet d'un ministre peut attendre? C'est quoi? Vous avez une vision de ça ou pas? Une expertise. Bah, ils attendent de vous une expertise. Si vous demandez de rédiger la note, c'est que normalement vous êtes compétent dans le domaine. C'est la situation fictive dans laquelle on vit. Même si moi, mes stagiaires qui ont réussi les concours et que je retrouve dans les ministères après, en fait c'est leur boulot. Hein. Il y a des bureaux et leur boulot c'est de rédiger des notes. Mais sur des thèmes ils sont pas du tout spécialistes, hein. Surtout n'importe quoi.
Voilà, leur boulot, c'est de rédiger de la note, de faire de la prospective. Donc ils cherchent de la documentation, de l'actualité, etc. et ils synthétisent. Et c'est des notes au ministre qui doivent surtout pas dépasser 2-3 pages, quoi. Sur des problématiques super compliquées, hein, généralement. Avec un gros truc, gros esprit de synthèse derrière, quoi, de clarté de synthèse. Mais sur des thèmes qu'ils ne maîtrisent pas, hein, à la base. Hein. Une grosse donc capacité d'adaptation aussi. Donc là, on n'attend pas. Là, vous ne vous adressez pas à la mise en œuvre. Là, ça va être des axes à développer. Pour moi, c'est des objectifs avec des exemples de mesures pouvant être mises en œuvre. Mais on est plus sur le niveau objectif que sur la mesure concrète qu'on va mettre en œuvre sur le territoire, je pense. On va essayer de structurer quand même. Qu'est-ce qui peut rendre quelque chose d'opérationnel? Force de proposition, c'est s'adapter. Déjà, là, on est sur le niveau national. Hein. Donc, le cabinet du ministre, il peut élaborer des projets de loi, par exemple. Hein. On est à ce niveau-là, alors qu'un préfet ne pourrait pas le faire. Hein. On est sur exactement le niveau, on est sur le niveau national, on n'est pas sur le niveau territorial. On va s'adresser donc à tous les acteurs, hein, ici. Bien réfléchir à qui vous vous adressez vraiment au départ. Hein. On peut jouer sur du réglementaire, on peut jouer sur du projet de loi, on peut jouer sur de l'organisation, mais on n'est pas sur de la mise en œuvre vraiment sur les territoires. Donc on est plus au niveau de l'objectif, si vous voulez, que de la mesure concrète, pour moi ici. Et d'ailleurs, ça se voit dans la commande parce qu'on est bien des axes à développer, donc qui seront développés ensuite. Hein. D'accord, ça va? Donc, une fois que j'ai bien analysé cette commande, je vais structurer mon outil. Donc là, ici, je structure un outil qui ne doit surtout pas dépasser la surface suivante, 2 à 4. Ok? 2 à 4. Si vous dépassez la surface 2 à 4, vous allez remplir vos A4, c'est sûr. Vous allez remplir votre truc. Et à la fin, vous aurez beaucoup trop d'informations. C'est-à-dire qu'à la fin de votre analyse, de votre synthèse, au bout de 2h30, quand vous en aurez marre, c'est ça qui va se passer, ou à un moment donné, on en a marre, eh bien, il faudra resélectionner l'information dans votre prise de notes. Vous vous rajoutez donc du travail. De plus, vous perdez la vision globale, plus vous dispersez votre travail, hein, plus vous construisez des outils différents, plus vous perdez la vision globale et plus la synthèse est difficile. Hein. Donc faites attention à ça, vraiment, au départ, je structure 2 à 4 maximum. Je vais aller un peu plus loin dans l'analyse de la forme qui est proposée par la commande, ici, sur le dernier paragraphe. Comment ils sont proposés? Comment c'est formulé là, les 3 axes? C'est faites ci, faites ça et ça, ou il y a quelque chose qui pourrait apparaître? Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu quelque chose ici qui m'a aidé à structurer mes 2 à 4. Parce qu'on pourrait être tenté d'en faire 3, une par axe. Hein. Si vous avez l'esprit d'analyse, de synthèse, vous saurez vous arrêter. Si vous n'avez pas l'esprit de synthèse et que vous faites 3 feuilles différentes ici, vous allez vous perdre dans le dossier, c'est sûr. Ouais. On nous demande d'abord, on a séparé au final, on a 2 parties, on a séparé l'évolution des principes et la situation actuelle qui sont ensemble, dans la même phrase, ou simplement séparés par le et ensuite la dernière phrase qui est Exactement. Tout le monde le voit, ça ou pas? Pour moi, c'est clair. Vous le voyez ou pas? De plus, la force de proposition, comme c'est pas dans le dossier documentaire, peut-être que je vais avoir besoin d'un espace un peu plus confortable pour pouvoir mettre un peu tout et n'importe quoi et faire mon choix à la fin, en fait. Quoi, hein. Alors que l'évolution et la situation actuelle, ça vient forcément du dossier, en fait, documentaire. Force de proposition, non, ça va plus venir de moi, de mon analyse perso. Donc je me laisse un peu plus de marge. Donc je construis une A4 pour les 2 premiers axes et une autre pour le 3e. Ok? Donc je structure d'abord comme ça. Hein. Je vais faire un espace confortable. Alors bon, ça va être, disons que ça va être pour que tout le monde puisse voir. Donc ça va être mes 2 A4. Hein. Ok? Je prends ça en mode portrait.
et non pas en mode paysage. Je vous montre hein, ce que j'ai fait pour rédiger, pour arriver à la rédaction du corrigé. Je vous montre d'abord de façon... oui. D'abord de façon globale, je distribuerai ça à la fin du cours. Donc ça, c'est mes 2 à 4. C'est mon brainstorming. Ok? Donc là, j'ai mon axe 1. Alors ça, la photocopie a mangé un peu le truc, je vous expliquerai un petit peu. Toutes mes informations sont là. Toutes mes informations. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière en fait. Hein. Tout ce qui est donné dans la commande est là. Je ne reviens jamais en arrière dans le déroulé méthodologique. J'ai analysé la commande, j'ai fait super attention. J'ai ventilé tout ce qui pouvait être utile là-dessus, je ne reviens pas en arrière. De même, à la fin de l'analyse du dossier, j'ai tout là-dessus, je ne reviens jamais en arrière en fait. Hein. Ok? Donc, ici, et je sais qu'avec ça, je peux rédiger au moins mes 8 pages. Pour ingénieurs des ponts, je leur donne le conseil de faire ça sur 1 à 4. Ils ont 300 pages à analyser en 6 heures. Ils doivent rédiger 5-6 pages maximum. Ils ont un dossier qui va faire entre 200 et 300 pages. Ils ont 6 heures pour faire ça. On leur donne pareil 2h30 de rédaction. Donc ils ont 3h30 d'analyse, de synthèse, de sélection. S'ils sortent de la 4, ils se plantent. Pourquoi? Parce que derrière, ils auront beaucoup trop d'informations pour rédiger 5-6 pages. En fait, c'est un indicateur. Comme vous, ça peut aller jusqu'à 8-10 pages. Je multiplie les 2 à 4. Ok, hein, précisez votre analyse. Mais faites attention de ne pas multiplier parce que eux, moi ça fait ingénieur des ponts, je fais ça depuis 2010, donc ça fait presque 10 ans. Systématiquement, ah monsieur, j'y arrive pas, j'ai mon temps, je note trop, je lis trop, etc. Combien tu fais 2 à 4? Ah ben j'en fais 2. C'est systématique, hein. C'est systématique. Donc c'est un indicateur, c'est-à-dire que ça vous cadre c'est un indicateur de la quantité disponible et ce que ça va donner après. Avec ça, je sais que j'ai largement de quoi faire mes 8-10 pages. Largement. C'est peut-être même un peu trop. Et d'ailleurs, au moment de la rédaction, je n'ai pas tout utilisé. Je vous montrerai. Donc j'ai ma structure apparente, c'est mes axes, que vous ne voyez pas là, mais que je vous montre, c'est mes axes, qui m'a permis de faire mon classement sans penser solution, brainstorming, pour me débarrasser de mon dossier. Et là, j'ai mes propositions que je peux faire un petit peu au fur et à mesure et qui viennent plus de moi. Hein? Ok? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ici, mon thème, c'est bien les politiques publiques d'accompagnement, l'encadre, d'accompagnement des personnes âgées. D'accord? C'est mon thème. Je ne vais pas noter en haut la loi de 2001, la loi de 2005, machin, parce que pour moi, elle s'intègre déjà dans les axes de la commande, en particulier dans la partie évolution. Donc, j'ai un premier axe qui est l'évolution des principes. N'hésitez pas à me demander de répéter, hein, je vais écrire un peu petit et j'écris pas forcément super bien. N'hésitez pas à me demander de répéter. Évolution des principes, donc des politiques publiques, hein, tout est conditionné par ça, hein, c'est un petit hors sujet. Diagnostic de la situation actuelle. Proposition donc les propositions pour répondre aux problèmes que j'aurais constatés aussi, mais surtout pour, comment c'est formulé, alors proposition, bon, c'est les axes à développer pour répondre à l'évolution future des besoins des personnes âgées. Ici, quand j'analyse une commande et que je construis mon outil de classement, là, surtout, je colle à la commande. Je ne change pas les mots de la commande. Surtout pas, jamais. Hein.
Vous avez le droit de reformuler en tête pour voir si vous avez bien compris. Bon, ça peut être une technique d'analyse. Hein. Mais derrière, lui, le correcteur, il a les axes de la commande hein, pour vous corriger. Hein. C'est ça qu'il a sous les yeux. Hein. Donc pour lui faciliter le travail, on ne change pas les mots de la commande. Hein. Surtout pas. Hein. De même, quand on fait un sujet, il faut bien comprendre que là, c'est pas d'abord on a construit une commande, puis après on va chercher les documents. Non, non, c'est l'inverse. D'abord on cherche un thème, ensuite on cherche les documents, on fait un survol de nos documents, on les sélectionne, et sur cette base-là, on vous pose une commande. Donc ça veut dire que c'est notre survol et notre analyse de dossier qui nous a amené à la formulation de la commande. Si vous changez les mots de la commande, bah, c'est vachement plus difficile pour retrouver les informations qui y répondent, forcément. Ok, hein. Simple égale clair, toujours. Donc quand je suis là-dessus, c'est pour ça que je axe à développer, si ça se trouve, je ne sais pas, j'ai une partie de document qui dit axe à développer. Tout simplement, en fait, je ne sais pas encore. Hein. Et voilà, je colle à la commande. Voilà, hein. Axe à développer, ça ne veut pas dire proposition concrète en plus, hein, donc ça me donne plus de marge de manœuvre. Hein. Plus cool. D'accord, ça va ou pas? Ok. Donc je commence là-dessus, c'est pas tout, c'est pas fini, j'ai deux éléments qui me sont donnés dans la commande, la loi de 2001, la loi de 2005. J'en fais quoi là? Dites-moi. Parce que le but c'est que je ne revienne pas en arrière, que je me débarrasse de ça. Hein. L'étape est accomplie, on passe à l'étape suivante. Comment je peux intégrer loi de 2015, loi de 2001, loi de 2015 ici sur mon outil? Celle de 2001 dans l'évaluation et celle de 2015 dans les diagnostics. Alors, évolution. Elle est dans l'évolution. Alors, ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu... Oui. Pourquoi est-ce que tu mets la loi de 2015 ici? Parce qu'elle fera partie du diagnostic, s'il y a un problème ou s'il y a des... Et qui te dit que le diagnostic, c'est pas la loi de 2001 et de 2015? Parce qu'en fait, la loi de 2015, on n'en sait rien. Si ça se trouve, elle ne fait que compléter le dispositif de la loi de 2001. Et finalement, le diagnostic, ça sera le diagnostic du dispositif actuel qui a été mis en place par la loi de 2001 et de 2015. On est d'accord ou pas? C'est ça. Moi, au départ, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avant-après 2000, parce que c'est ce que nous dit la commande. Hein. La loi de 2001 marque une rupture, un changement, machin. C'est ce qu'on nous dit clairement, on nous répète 2 fois. Donc, là, je laisse un espace pour avant 2000. Ici, je mets loi de 2001. Alors, la loi de 2001 qui s'appelle donc relative à la prise en charge de la perte d'autonomie. Alors ça peut paraître fastidieux un peu, surtout quand vous avez des noms de loi comme ça, mais c'est important parce qu'il faut vraiment éviter de revenir en arrière. En fait, quoi. À un moment donné, c'est fait et ça ne sera plus à faire. Hein. Et donc perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ok. Donc ici je mets un sigle hein, parce qu'on va sans doute le répéter, APA, hein, ça n'évitera de répéter ça à chaque fois. Marque un changement. Donc on a avant, après, hein, dans l'analyse de la commande. Ça me permettra de mettre peut-être un petit peu les dispositions de la loi 2001 et puis comment ça a évolué avec quel principe. Ça sera peut-être pas mon plan, hein. Peut-être qu'après tu auras raison et je mettrai ça ici, j'en sais rien en fait. Mais d'abord, il faut que je prenne une décision pour clarifier déjà le truc pour moi. Puis après, au bout d'1 heure et demie, quand j'aurai rempli ça, je verrai est-ce que ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, bah, je réorganiserai tout ça avec mon deuxième outil. Ok? C'est mon premier brainstorming. Je ne peux pas trouver la solution tout de suite, c'est clair, hein, dès les 10 premières minutes. Ça va, hein? Donc la loi de 2015, ensuite, qui m'amènera au dispositif peut-être actuel. Tout ça égale ça. On verra. Hein. La loi de 2015, qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Donc, ici,
ici, on a déjà un principe qui est la nouvelle transition démographique. Et sans doute le vieillissement, hein. Sûr, on va le voir, et qui a pour ambition d'offrir aux personnes âgées des moyens de la plus large autonomie. Les moyens. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, dans votre culture personnelle? Comment on peut... c'est quoi les moyens pour garantir aux personnes âgées aujourd'hui la plus large autonomie? C'est quoi? Vous savez ou pas à peu près dans votre... Vous regardez la télé, vous êtes des grands-parents qui bénéficient de services, je ne sais pas, vous lisez les journaux, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Vous savez forcément des choses. Les déambulateurs. Les ateliers standards. Excusez-moi. Oui, c'est un moyen d'être autonome dans la marche, quoi. Voilà, on est vraiment dans le détail. Peut-être qu'on fera une ouverture sur les... Non, mais c'est quoi? Plus haut. Ça peut être proposé, bien sûr, mais plus haut. Ce qui se développe vachement aujourd'hui dans la société, c'est quoi? On est dans une société de service pour les personnes âgées, ou même les gens, même au-delà des personnes âgées, les gens qui ne sont pas autonomes, ça peut être des personnes en situation de handicap, etc. Qu'est-ce qui peut être proposé comme service pour garantir une autonomie? Une autonomie, ça veut dire qu'on ne les emmène pas en maison de retraite, en fait, quoi. C'est ça. Les services à la personne, les services d'aide à domicile, par exemple. Les gens qui vont les visiter, etc. Aujourd'hui, on demande à la poste, de venir sonner chez les retraités pour savoir comment ils vont. Parce qu'on perd le lien familial, en fait, tout ça. Avant, il y avait la famille. Aujourd'hui, moins. Ok, d'accord. Donc, ici, tout ça, ça va m'aider. Ça va m'aider. C'est une évolution des principes. Avant, peut-être qu'on n'attendait pas ça. Aujourd'hui, peut-être que les personnes âgées attendent ça vraiment. En fait, Donc, on a une évolution des principes. On voit quand même quelque chose apparaître. Ok, ça va? Je vais avoir ça sous les yeux, ensuite, tout au long de l'analyse de mon dossier documentaire. D'accord? Ça doit être sous les yeux, vraiment tout au long de l'analyse du dossier. Comme ça, j'oublie pas ma commande. Tout au long de l'analyse du dossier, j'ai les axes de la commande sous les yeux. Ça, il n'y a pas de problème. Ok? Et je ne reviens pas en arrière. Je suis un petit peu sûr de moi. Au fur et à mesure de l'analyse du dossier, ma réflexion va se préciser, va se construire. Ça va? Ok. Je vous présente sur cette base-là, oui. Je vous fais un point théorique maintenant sur la construction d'un dossier documentaire, comment on fait et quels sont les types de documents que vous allez pouvoir rencontrer. Je vous présente ensuite de façon théorique toujours la technique que je propose pour une analyse rapide d'un dossier, d'un document. Et cet après-midi, on l'illustre par la pratique, on va le faire ensemble. Ok? Donc, un dossier documentaire en matière de concours administratif, donc pour l'ENA, mais pour tous les concours, c'est bon pour tous les concours, ça, ce que je vous donne. Est toujours donc composé de 3 grands types de documents. D'accord? 3 grands types de documents peuvent composer ce jour-là un dossier documentaire. Pour vous donner les informations utiles pour répondre à la commande. Attention, forcément, j'ai choisi un ordre de présentation de ces 3 types de documents. Je ne peux pas les présenter les 3 en même temps. Cet ordre de présentation ne définit pas leur importance. C'est pas parce que j'ai choisi cet ordre-là que le premier est plus important que les autres. Surtout pas. Surtout pas, faites attention parce que ça, c'est des écueils aussi en matière d'épreuves sur dossier où on croit toujours que les documents juridiques, dits juridiques, la loi, décrets, tout ça sont plus importants que les autres alors que ça n'est pas vrai. Il y a même des gens qui lisent jamais les articles de presse, ce qui est carrément hallucinant, quoi, parce que ça veut dire qu'on vous donne des choses pour vous permettre de répondre à la commande et vous ne les lisez pas. C'est un peu bizarre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour que les articles de presse, fallait se méfier. Mais non, on oublie toujours, les gens qui vous disent des conseils comme ça, ils vous oublient toujours que le dossier il a été bossé par quelqu'un en fait. Il n'y a pas de piège. Si on l'a mis, c'est pour vous aider et que c'est utile en fait, quelle que soit la nature du document. Ok, ça c'est vraiment fondamental.
pas de représentation négative en fait, il n'y a pas de piège, tout ce qu'on vous donne est utile et peut vous servir. Un sujet va être de 2019 va être différent du sujet de 2020. Des fois ça sera utile, des fois bon. Il faudra vous adapter à tout type de sujet toujours. Donc 3 grands types de documents qui peuvent composer un dossier. Premier type de document que je vais présenter, comme j'ai fait du droit, forcément c'est ce que je présente aussi en premier, hein, j'ai une formation juridique, hein, donc je suis formaté avec l'entonnoir, tout ça, c'est pareil. Donc, les textes créateurs de droits et d'obligations, on peut trouver ça dans un dossier documentaire. C'est quoi les textes créateurs de droits et d'obligations? Donc en droit interne, la loi, le décret, l'arrêté. On peut trouver des extraits de directives européennes, de règlements européens, ça peut arriver. C'est quand même beaucoup plus rare. Hein, mais ça peut arriver dans certains sujets. Comment ces textes sont présentés? C'est-à-dire que moi, je vous présente ces textes-là pour une technique de lecture rapide. Hein. Donc, comment ces textes sont présentés? Ces textes, ils sont toujours présentés de la même façon. C'est-à-dire que sur la forme, on peut avoir une confiance entière dans ce type de documents-là, qui sont toujours structurés de façon super rigoureuse, vraiment très très rigoureuse, on ne doit pas pouvoir contourner la loi, il y a une rigueur dans la présentation, dans l'élaboration, et toujours vraiment sous la forme de l'entonnoir. Ce qu'il y a en haut est toujours plus important que ce qu'il y a en bas. L'article 1 d'une loi va poser les grands objectifs, c'est ce qui est important à comprendre, et puis le dernier article va vous donner les dispositions transitoires ou les exceptions, ce qui se passe à Mayotte. C'est moins important. Ok, enfin, je ne dis pas que Mayotte c'est pas important. Sur une politique nationale, c'est moins important. D'accord, hein. L'organisation globale. De plus, les documents comme ça sont toujours structurés donc, par article, numéroté. La règle, c'est une idée par article. Pas 2, pas 3, pas 4, une. Cette idée est systématiquement formulée en début d'article. Si par exemple l'article 1 de la loi X me dit le comité machin a pour compétence 2, même si l'article il fait 12 pages, je sais que la seule idée qui est développée ici, c'est les compétences du comité machin. Dès qu'on va arriver sur une autre idée, par exemple la composition du comité machin, ça sera un autre article qui commencera par le comité machin est composé. Ok? Donc on a dans la rédaction un peu juridique comme ça, réglementaire, législative, on a une rigueur dans la rédaction qui fait qu'à la lecture des premiers mots de chaque article, je peux me poser la question de quoi ça parle et est-ce que c'est utile pour répondre à la commande. Dès les premiers mots. Si de quoi ça parle, enfin c'est pas utile, je zappe l'article en entier, je passe à l'article suivant. Surtout, hein, je ne descends pas. Jamais. Hein. Si c'est utile, je peux descendre un peu et prendre des notes. On va voir ça plus concrètement avec l'exemple qu'on a choisi, parce qu'on a des textes créateurs de droits et d'obligations ici, dans ce sujet. D'accord, ça va? Ok. Attention, c'est pas parce que je vous présente en premier que c'est plus important que les autres, hein, surtout pas. Hein. On ne distingue pas l'importance d'un texte par sa nature, on distingue l'importance d'un texte par le fond, c'est-à-dire qu'il est utile pour répondre à la commande, point barre, quelle que soit sa nature. C'est ça qui donne l'importance d'un texte. Ensuite, deuxième type de document que vous allez pouvoir rencontrer dans ce type de dossier documentaire, ce sont les documents administratifs, c'est-à-dire les documents qui expliquent la mise en œuvre des dispositifs, donc qui sont à destination des agents qui vont mettre en œuvre, et ou qui font des propositions. Donc ça, c'est les rapports. Donc on a la note interne, la note de service, la circulaire, on a le rapport, des extraits de rapport. Hein. Sur un dossier de 25 pages, ça sera forcément des extraits de rapport. Vous n'aurez jamais tout le rapport, hein. Des extraits de documents. Hein. De plus en plus, dans les concours administratifs, la règle générale, c'est de réduire les dossiers. Hein. C'est de réduire les dossiers avant, je sais pas, maintenant attaché à l'État, c'est 20 pages, 25 pages maximum. Avant, c'était 60 pages, sur 4 heures, toujours. Avant, on nous donnait juste le thème. Maintenant, ils donnent une commande qui est super précise, qui donne pratiquement tout le plan, systématiquement, toujours. C'est pas pour dévaloriser le recrutement, hein, c'est pour mieux garantir l'égalité d'accès.
Parce que quand vous avez juste un thème, il y a une différence de correction entre les correcteurs. Quand pratiquement tout le plan est donné, il n'y a plus de différence de correction entre les correcteurs. Mais de toute façon, il y a toujours le même nombre de candidats et le même nombre de postes. C'est ça qui fait la difficulté d'une épreuve. Ce n'est pas l'épreuve en elle-même. C'est le ratio nombre de candidats, nombre de postes qui fait la difficulté. Si vous avez un candidat pour un poste, l'épreuve est facile. Si vous avez un poste pour 1000 candidats, l'épreuve est difficile. Quelle que soit l'épreuve. Ok, ça va? Ok. Donc les textes créateurs de droits et d'obligations. On retrouve notre entonnoir. Toujours. Les objectifs sont toujours, les problèmes, les objectifs, les grandes lignes sont toujours annoncés en haut. Dans une note un peu longue, dans un rapport, vous avez toujours une introduction qui nous résume l'essentiel. Toujours, toujours. C'est toujours en haut, c'est jamais en bas. Les dispositions transitoires, les calendriers d'exécution, etc. sont toujours en bas, jamais en haut. Donc on retrouve notre entonnoir. Sauf qu'on n'est plus sur une idée par article. On est sur quelque chose de plus rédactionnel, donc c'est un petit peu plus dilué. Mais on va souvent retrouver une structure dans la rédaction administrative. La rédaction administrative, elle est froide, il n'y a pas de sentiment, j'applique une loi, je suis fonctionnaire, je n'ai pas d'avis à donner, j'applique la règle, c'est froid. Et c'est simple, c'est des phrases courtes, simples et structurées. D'abord le pourquoi, ensuite le comment, toujours, systématiquement. Donc on a les problèmes, grand 1, les solutions, grand 2. Donc vous avez toujours des titres, des sous-titres, des caractères gras, des choses en encadré qui vous aident à repérer vraiment ce qui a été important pour le rédacteur de la note ou du rapport. À vous de vous baser sur cette structure pour pouvoir aller à l'essentiel. Je vais détailler un petit peu plus la technique ensuite. Troisième type de documents que vous pourriez rencontrer dans un dossier documentaire, c'est un peu ma casse fourre-tout. J'appelle ça les documents de vulgarisation, ceux qui s'adressent au plus grand nombre. Non pas forcément au ministre ou à l'agent qui va mettre en œuvre, mais à tout le monde. Donc on peut trouver les guides, des extraits de guides à l'attention des collectivités, des pages internet des sites ministériels, ou alors des articles de presse générale ou spécialisés. Donc j'insiste là-dessus, souvent moi j'attends information, c'est un journaliste qui a écrit ça, il peut se planter. Pourquoi le journaliste il peut se planter puis pas celui qui rédige la note interne? Qu'on m'explique. À ce moment-là, tout le monde peut se planter, puis on lit rien. Si on vous met un document, c'est qu'il peut être utile pour répondre à la commande. En plus, imaginez que vous avez une loi de 5 pages, un peu chiante à lire, et puis que vous avez un article de presse derrière d'une demi-page qui dit les principales dispositions de la loi qui vient d'être adoptée sont les suivantes. Je vous conseille de lire l'article de presse d'une demi-page. S'il a été mis là, c'est pour aider les gens, et surtout pas pour les piéger. Ok, ça va? D'accord? Donc, dans les textes de vulgarisation, je les appelle comme ça, ceux qui s'adressent au plus grand nombre, on retrouve encore notre entonnoir, mais il est beaucoup plus dilué. Il faut faire attention. Alors, on retrouve notre entonnoir, un article de presse type, c'est un titre principal, un chapeau qui résume l'article, et après, on détaille. Donc, on retrouve cet entonnoir. Mais il faut faire attention parce que la technique rédactionnelle du journaliste répond aussi à un enjeu commercial que n'a pas l'administratif ou le législateur ou l'administration qui va définir le cadre réglementaire.